L'hépatite, des malades qui s'ignorent, vaincre un tueur silencieux. Le monde entier a célébré lundi 28 juillet dernier la journée mondiale contre l'hépatite. L'hépatite, en effet, est la deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse dans le monde, avec 1,3 million de décès par an, soit autant que la tuberculose, autre maladie infectieuse selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon ces statistiques, chaque jour, l'hépatite B ou C tue 3500 personnes dans le monde. Dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, plus de 70 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C. Selon les données de l'OMS, la dite région enregistre à elle seule 63% de l'ensemble des nouvelles infections par le virus de l'hépatite B dans le monde. On parle de cirrhose, d'insuffisance hépatique ou de cancer du foie, alors même que la plupart des personnes atteintes de l'hépatite ignorent qu'elles le sont. Le lourd tribut que continue d'imposer l'hépatite virale au continent africain interpelle. C'est une crise. Aujourd'hui, pour en parler, Matin Libre Télévision reçoit dans ses locaux Dr Novignon Karel Abdias Aboué. Il est hépato-gastro-entérologue. Bonsoir, docteur, et bienvenue dans nos locaux. Bonsoir, madame. Merci de l'invitation. Nous allons tout de suite commencer. Je suis curieuse, je voudrais savoir ce qu'on peut comprendre par hépato-gastro-entérologue. Merci. Le nom de la spécialité est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à dire, mais en fait, on est des médecins qui s'occupent de l'appareil digestif. Et l'appareil digestif, en gros, c'est deux parties. Il y a ce qu'on appelle le tractus ou le tube, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, par où passe la nourriture, et les glandes annexes avec leur voie. Donc le foie, le pancréas et les voies qui permettent de drainer les sécrétions du foie et du pancréas. Donc voilà. D'accord. Nous allons venir maintenant au sujet. Alors ma première question serait de savoir, c'est quoi l'hépatite? De façon vraiment simple, comment peut-on définir l'hépatite? Alors, de façon simple, ce n'est pas possible. D'accord. Parce que malheureusement, il y a ce qui est vrai médicalement et ce que les gens connaissent. Hépatite, c'est hépato, foie, et it, inflammation. L'inflammation, c'est quoi? Quelque chose agresse le foie et le foie réagit. C'est tout. Pareil qu'on dit sinusite pour les inflammations du sinus, appendicite pour les inflammations de l'appendice, etc., etc. Et n'importe quoi peut agresser le foie. On peut avoir une hépatite effectivement de cause infectieuse, que ce soit lié à l'alcool, que ce soit lié aux toxiques, à l'obésité, etc., etc. Et dans les causes principales d'hépatite, il y a des virus qui s'attaquent presque exclusivement ou exclusivement au foie. C'est ce qu'on appelle les virus des hépatites. Et on les a classés en 5 par ordre alphabétique A, B, C, D, E. Donc, quand on dit... Donc, c'est les virus en fait qui sont classés par ordre alphabétique A, B, ok. Exactement. Et donc, quand on dit de façon générale hépatite, on a tendance à confondre. Le commun a tendance à confondre, alors qu'en réalité, on peut faire une hépatite alcoolique, on peut faire une hépatite liée au surpoids, l'obésité, etc., etc. Alors, quand on parle de l'hépatite A, c'est quel virus? Le virus de l'hépatite A, tout simplement. B, le virus de l'hépatite B. Exactement. C'est pas que c'est lié à, peut-être, vous avez parlé tout à l'heure de l'hépatite due à l'alcool. Oui, ça c'est l'hépatite alcoolique. C'est l'hépatite alcoolique. Il y a d'autres virus qui peuvent donner des hépatites. Le VIH, par exemple, peut donner des hépatites. Mais on s'est rendu compte que certains virus s'attaquaient presque exclusivement au foie ou uniquement au foie. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de virus des hépatites. Donc, l'expression hépatite virale est réservée à ces virus-là. Et il y en a 5. Donc, quelqu'un qui a une infection au virus de l'hépatite A et qui fait une hépatite A, tout simplement. Et ainsi de suite. Alors, quel est le tableau de l'hépatite au Bénin? Alors, au Bénin,
comme ailleurs dans le monde, l'hépatite constitue un problème de santé publique majeur. D'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, les chiffres sont un tout petit peu erronés. C'est plus que ça. L'hépatite B, à elle seule, tue 1,5 million de personnes. À elle seule. Et il y a, effectivement, c'est l'hépatite qui tue le plus. Mais il y a derrière l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Donc, au Bénin, on est dans la zone d'Afrique subsaharienne qui fait partie des zones les plus touchées. Quand on rapporte dans le monde, vous avez dit, il y a 3 500 personnes qui meurent par jour. Si on rapporte à la population du Bénin, il y a quelques jours, il y a eu une catastrophe, un bus est tombé dans un fleuve et 27 personnes sont mortes. La mortalité de l'hépatite rapportée à la population du Bénin, c'est comme s'il y avait quelque chose du genre tous les 4 jours, toutes les semaines, toute l'année, tout le temps. Mais là, c'est une crise. Exactement, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, par semaine, combien de patients recevez-vous? En moyenne, actuellement, je reçois une vingtaine de personnes par jour. Par jour? Par jour de travail, entre 15 et 20. Et je pense que le gros tiers de mes patients viennent pour hépatite virale chronique. Le gros tiers. Et c'est pareil pour tous les hépatogastro-entérologues d'Afrique noire. Est-ce que c'est parce qu'ils ignoraient qu'ils étaient malades que ça atteint le stade de hépatite virale chronique? Alors, beaucoup ne s'ignorent pas. Heureusement, on en parle quand même beaucoup dans la population et les gens ont tendance à faire des dépistages volontaires ou alors il y a quelqu'un qui a fait une cirrhose ou un cancer du foie dans la famille, on est allé se dépister et on se rend compte qu'on fait une hépatite B aussi. Beaucoup ne s'ignorent pas. Il y en a qui s'ignoraient et qui malheureusement découvrent au stade des complications. Mais l'hépatogastro-entérologue qui est en ville voit beaucoup d'hépatites chroniques qui ne sont peut-être pas allées jusqu'au stade de cirrhose ou de cancer, mais le gastro-entérologue qui est à l'hôpital, lui, dans notre contexte, voit beaucoup de cirrhose et beaucoup de cancer du foie. Donc ça dépend un peu du contexte où on travaille. D'accord. Et quand vous recevez les patients ainsi, est-ce qu'au nombre d'elles, vous arrivez à guérir le maximum? Je vais modifier votre question. Est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite? On peut le dire ainsi. Ça dépend de l'hépatite, d'abord. De quelle hépatite on parle? Est-ce que c'est de la B ou est-ce que c'est de la C ou est-ce que c'est A? Vous allez nous le dire. D'accord, très bien. Alors, l'hépatite A d'abord. On va y aller par ordre alphabétique. Hein. L'hépatite A, en Afrique, on a presque tous fait une hépatite A pendant notre enfance. Et on est presque tous guéris. Même sans signe. Donc, ce sont les Occidentaux qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous en termes d'hygiène, qui ont tendance à faire des hépatites A à l'âge adulte. Et c'est pour ça que eux, quand ils viennent ici, sont obligés de faire un vaccin avant de quitter leur pays pour ne pas faire une hépatite A au Bénin ou ailleurs en Afrique. L'hépatite B, dans les conditions actuelles, il y a 2 traitements. L'un des traitements est inaccessible au Bénin et de toutes les façons est réservé à certains cas très particuliers, à beaucoup d'effets secondaires et une fois que le traitement est terminé, les gens ont quand même tendance à faire des réactivations virales. C'est-à-dire que le virus, si vous voulez, va se cacher dans les poches qui sont inaccessibles au traitement et qu'après il peut revenir. Le traitement que nous utilisons au Bénin sert à faire ce qu'on appelle une virosuppression. C'est ce qui est utilisé largement dans le monde. C'est un traitement dont le but est d'empêcher le virus de se multiplier. C'est en se multipliant qu'il va agresser le foie. C'est en se défendant contre cette agression que le foie va développer des cicatrices qui vont mener à la cirrhose ou au cancer. Donc, le but du traitement est de réduire, d'annuler la multiplication du virus. Mais l'organisme tout seul peut guérir. Vous voyez la nuance. Dans le cas de l'hépatite C, c'est la même chose, sauf qu'il y a un pourcentage un peu plus important de personnes qui guérissent que dans l'hépatite B.
une fois que l'hépatite est acquise, selon le moment auquel l'hépatite est acquise dans la vie, si elle est acquise très tôt ou si elle est acquise très tard. L'hépatite B, delta, je vais dire delta, c'est comme ça on dit d'habitude, pour qu'on ne le confonde pas avec B. L'hépatite delta est un virus qu'on dit défectif, c'est-à-dire qu'il a besoin du virus de l'hépatite B pour se multiplier. Donc on ne peut pas faire une hépatite delta si on n'a pas d'hépatite B. En gros, c'est un parasite du virus B. Et l'hépatite E, enfin, guérit spontanément dans la presque totalité des cas au bout de 6 mois, sauf chez les gens qui ont une diminution de l'immunité. En disant tout à l'heure que toute personne dans son enfance a développé une hépatite A, Oui. comment est-ce que vous expliquez cela? C'est nos conditions d'hygiène, parce que l'hépatite A et l'hépatite E se transmettent principalement par voie féco-orale, donc dans l'eau contaminée, dans les aliments souillés, dans les viandes mal cuites. Pour l'hépatite E, la viande de porc par exemple, la viande de sanglier, les viandes de brousse, certains cervidés. Pour l'hépatite A, c'est presque exclusivement l'eau. Et donc on sait qu'en Afrique, on développe beaucoup de maladies quand on dit du péril hydrofécal, du choléra, voilà, des maladies du genre. Et donc l'hépatite A rentre un peu dans ce cadre-là, contrairement aux autres qui sont acquises par d'autres voies. Alors, je vais revenir à ma question précédente. Quand je disais tout à l'heure, quand vous recevez, par exemple, 20 patients par jour, au soir du traitement, est-ce que vous arrivez à guérir les 20 patients ou est-ce que vous êtes déjà arrivé d'en perdre? Encore une fois, ça dépend de l'hépatite. Mais je reçois majoritairement des patients qui sont porteurs du virus de l'hépatite B. On ne traite pas tous les malades porteurs du virus de l'hépatite B. Il faut que j'explique ça pour arriver à la réponse. Quelqu'un qui est contaminé par le virus de l'hépatite B, il va faire d'abord ce qu'on appelle une hépatite aiguë. Aiguë, ça veut dire ça ne dure pas longtemps. Pas longtemps, pour le foie, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, soit il est guéri, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas quand on attrape le virus à l'âge adulte, soit il n'est pas guéri. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas quand on attrape le virus à l'enfance. D'où l'intérêt de vacciner les enfants à la naissance. Quand le patient n'est pas guéri, il y a 3 possibilités d'évolution. Soit il guérit après, ça devient rare, mais c'est toujours possible quand on fait une infection chronique. Soit il fait ce qu'on appelle un portage inactif, ce qu'on appelait avant porteur sain. Donc le virus est là, mais il ne se multiplie presque pas, ou en tout cas il y a une espèce de tolérance entre l'organisme et lui, donc il n'y a pas de réaction de l'organisme. Et le dernier cas, c'est ceux qui ont fait une hépatite chronique, ceux qui vont avoir cette relation d'agression-réaction entre le virus et leur foie pendant plus de 6 mois. C'est eux qui sont susceptibles de développer des complications, la cirrhose, le cancer du foie surtout, et donc c'est eux qu'il faut, en tout cas à l'heure actuelle des connaissances et des recommandations, mettre sous traitement pour l'hépatite B, je précise. Chez ceux-là, vous les mettez sous traitement pour peu qu'ils soient observants, qu'ils prennent bien le traitement et qu'ils fassent bien le suivi. La réplication virale est annulée dans la presque totalité des cas. Est-ce que de visu, on peut reconnaître une personne qui souffre de l'hépatite? Non, malheureusement. Quelqu'un qui fait une hépatite, tout à l'heure j'ai dit hépatite aiguë, hépatite chronique. Hépatite aiguë, dans 80% des cas, il n'y a pas de signe du tout. Dans 20% des cas, les signes qui sont là font pour la plupart penser à d'autres choses. C'est un peu de fièvre, on se sent un peu mal, on est un peu courbaturé, on a le nez qui coule un peu, voilà, un peu mal à la tête. Donc c'est des choses qui font penser, même pour des médecins, au paludisme, à la grippe, à un Covid, que sais-je encore. Et donc, il y a très peu de signes qui font directement penser au foie. Une fois qu'on fait une hépatite chronique, il n'y a presque pas de signes. Par contre, les complications, elles sont bruyantes. Quelqu'un qui fait une cirrhose, quelqu'un qui fait un cancer du foie, en général, ça ne passe pas inaperçu. Il ne faut pas arriver à ce stade-là. Donc, il faut, deuxième message, au-delà du fait de vacciner les enfants à la naissance, c'est de dépister tout le monde.
c'est pas parce qu'on se sent bien ou qu'on se sent pas bien qu'on va dire moi je vais pas faire mon dépistage. Pareil que les gens qui font leur dépistage de façon volontaire et spontanée pour le VIH, il faut qu'on apprenne à se dépister pour l'hépatite virale B, pour l'hépatite virale C. Et heureusement, pour l'hépatite virale B, il existe un vaccin qui est efficace, qui est éligible aussi aux adultes. Donc, quand on n'est pas porteur, qu'on n'a jamais été en contact, on se vaccine. Alors, ce que j'aime ici à Matin Libre Télévision, on aime beaucoup comprendre. Alors, quand je prends l'hépatite chronique, Oui. Vous allez revenir un peu sur les manifestations. Il n'y a pas de manifestation clinique. Oui, vous l'avez dit. Chez la personne qui ne fait pas de bilan, il n'y a pas de moyen de savoir si elle fait une hépatite Mais chronique qu'est-ce qui va ou me pas. pousser à aller faire le bilan? Le dépistage volontaire. Il faut que le dépistage soit volontaire et systématique. On ne le fait pas encore assez. Moi-même, je ne le fais pas encore assez, malgré le fait que je sois hépatologue, parce que dans notre contexte, les soins sortent majoritairement de la poche des patients. Et donc, on est obligé, quand le patient vient pour quelque chose, de ne pas trop insister. On peut en parler, dire est-ce que vous voulez faire un dépistage pour l'hépatite B, l'hépatite C. Mais si ça coûte par exemple 20 000 francs et que le patient a 100 000 francs au total pour traiter la maladie pour laquelle il est venu, ça devient compliqué de lui dire il faut vous dépister. Le dépistage coûte combien? Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. La fourchette? Je pense que ça doit tourner autour de 20 000 francs, entre 20 et 30 000 francs pour l'hépatite B et l'hépatite C. Du coup, en vous suivant, le fait de se vacciner ne nous met toujours pas à l'abri. Il faut toujours faire le dépistage. Ça vous met à l'abri pour l'hépatite B, pour laquelle vous vous êtes vacciné. Mais pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Mais pour l'hépatite C, les voies de transmission ne sont pas pareilles. L'hépatite B se transmet surtout par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant. L'hépatite C ne se transmet presque exclusivement que par voie sanguine. Donc, quand il n'y a pas de choses comme un tatouage, une excision, une circoncision faite dans des conditions où le matériel n'est pas forcément stérile, parce que globalement, à l'hôpital, on utilise du matériel à usage unique ou stérilisé, il peut y avoir une transmission d'hépatite C. Il existe aussi une petite part de transmission de l'hépatite C lors de rapports sexuels qui sont faits pendant la période des menstrues, par exemple, parce qu'il y a du sang, etc. Mais la transmission est toujours sanguine. Pour l'hépatite B, une fois qu'on est vacciné, on est protégé à vie. Il n'y a même plus besoin, c'est important de le dire, il n'y a même plus besoin de venir faire un rappel 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, c'est dépassé. Je reçois beaucoup de patients qui me disent, je me suis vacciné dans 1 an, je vais d'ailleurs aller faire le rappel, c'est pas la peine. Pour l'hépatite B. Pour l'hépatite B. Mais concernant les autres types d'hépatite, il faut toujours faire le dépistage. Pour l'hépatite C, oui. On est dans un contexte où il y a 5 types d'hépatites différents. Oui. Et donc, la fréquence et la conséquence sur la santé ne sont pas, c'est pas pareil. Pour l'hépatite A, par exemple, pour vous et moi, qui sommes béninois, qui sommes nés au Bénin, qui avons grandi au Bénin, dans 95% des cas, je pense qu'on a fait notre hépatite A pendant l'enfance et que c'est passé. Pour l'hépatite D, delta, on ne l'aura jamais si on n'a pas l'hépatite B. Et pour l'hépatite E, c'est pareil, si on se lave bien les mains, si on ne mange pas de la viande de porc mal cuite, etc., on n'en fera pas. L'hépatite E aussi donne beaucoup d'hépatites aiguës, mais fort heureusement, comme je vous l'ai dit, dans la presque totalité des cas, au bout de 6 mois, on est guéri spontanément, sans traitement. Bon, pour l'hépatite C, le problème reste majeur par transmission sanguine, ce qui fait que beaucoup de nouvelles infections de l'hépatite C, c'est soit les voies dont je vous ai parlé, soit les accidents d'exposition au sang des agents de santé, les infirmiers, les infirmières par exemple, ça se contamine beaucoup. Mais pour l'hépatite B, ce qu'il faut faire, c'est se dépister de façon volontaire, quel que soit ce qu'on ressent. Quand on n'a jamais été porteur, on se vaccine, et quand on est porteur, on se fait suivre. D'accord. Il est dit généralement qu'en serrant la main d'une personne qui souffre de l'hépatite, qu'on s'expose à la maladie. Vrai ou faux? C'est faux pour l'hépatite B, c'est faux pour l'hépatite C, c'est faux pour l'hépatite D.
Alors, on n'a pas tous la même hygiène, mais globalement, quand on est adulte, quand on serre la main à quelqu'un, on va quand même se laver les mains après, avant de manger, par exemple. Ou quand on quitte les toilettes, on se lave les mains avant de serrer la main à quelqu'un. Donc, il y a il y a une part de contamination directe d'individus malades à individus sains pour les hépatites A et E, puisqu'elles sont par transmission orale. Parce que une fois qu'on a serré la main à quelqu'un, le virus il est sur la main. Si après vous ne vous lavez pas les mains, peut-être dans les 30 minutes qui suivent et que vous achetez du pain au bord de la voie, oui, là, effectivement, il peut y avoir ce problème, mais en serrant directement la main comme ça, le virus ne traversera pas la peau pour entrer dans le sang. Non, dans aucun cas. Et en embrassant, par exemple, en échangeant les salives avec quelqu'un qui souffre de l'hépatite. Pas pour l'hépatite B, pas pour l'hépatite C, pas pour l'hépatite delta, pas pour l'hépatite A, pas pour l'hépatite E, donc aucun. Là, c'est clair. Sauf que, comme j'ai dit, pour l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite delta, il y a une transmission sanguine. Donc si vous avez tous les deux, à ce moment-là, des plaies dans la bouche, la transmission n'est pas liée à la salive, mais plutôt au contact entre les deux, entre les sangs. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'hépatite est incurable? C'est faux. L'hépatite n'est pas incurable. Incurable, ça veut dire ce qu'on ne peut pas guérir. Oui. Déjà, l'organisme tout seul peut guérir des 5 formes d'hépatite. Et comme j'ai dit, pour le moment, l'hépatite B, qui est l'hépatite qui nous pose le plus de problèmes, le virus a la capacité d'aller se cacher à des endroits qui sont inaccessibles au traitement. Donc, on a ce que je vais appeler des divers niveaux de guérison. Le premier niveau, c'est de dire le virus ne se multiplie pas. Le deuxième niveau, c'est de dire il n'y a plus de virus du tout. Il n'y a plus de virus du tout. À l'heure actuelle des connaissances, on ne peut même pas trop savoir. Parce que le virus de l'hépatite B a la capacité d'aller même se mettre dans l'ADN de certaines cellules. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais l'organisme a des défenses, un peu comme notre pays. On a une police républicaine, on a une armée. Une fois qu'on a appris à identifier tel voleur, même s'il s'en va, il va au Nigeria, au Ghana, au Togo, ou je ne sais pas quoi, qui revient, on a sa photo, on sait que lui c'est un voleur. Donc quand l'organisme a acquis la capacité de se défendre contre le virus, à moins de descendre l'immunité de façon simple, à moins de diminuer, de diviser par 4 par exemple les effectifs de l'armée et de la police républicaine, on n'est plus vraiment en danger contre le voleur qu'on a identifié. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Donc c'est un peu la nuance par rapport à ça. Et mais ce problème ne se pose que pour l'hépatite B. Les autres n'ont pas la capacité de s'intégrer à l'ADN. Et donc, une fois qu'on est guéri, on est guéri. D'accord. Et à partir de quel âge doit-on commencer par s'inquiéter? En d'autres termes, qui peut souffrir de l'hépatite? Absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Même le nouveau-né? Même le nouveau-né. Et c'est pour ça que la vaccination, elle doit être faite à la naissance pour l'hépatite B, parce que la transmission mère-enfant se fait dans la plupart des cas à l'accouchement. Donc il faut vacciner à l'accouchement ou dans la période de l'accouchement. Donc il faut vacciner l'enfant à la naissance pour éviter. Avant, ce qu'on faisait, le vaccin de l'hépatite B, il était intégré dans ce qu'on appelle le vaccin pentavalent. Il y en avait 5 qu'on faisait, penta 5, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Aujourd'hui, le vaccin de l'hépatite B commence à la naissance depuis 2020. Pareil que le vaccin pour la tuberculose, pareil que le vaccin contre la poliomyélite. Donc ces vaccins-là aujourd'hui sont faits à la naissance et les doses suivantes sont faites dans le programme élargi de vaccination. En 2024, la Namibie a reçu la certification de niveau argent de l'OMS pour avoir éliminé la transmission mère-enfant de l'hépatite B, rejoignant ainsi le cercle encore restreint mais en expansion des pays engagés dans cette lutte. Le Bénin en est où dans la lutte?
On fait des efforts, mais comme on dit dans le Sahel, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il y a deux grandes choses à faire pour la... Quand on parle de la transmission mère-enfant, la seule chose à faire globalement, c'est de dire qui sont les mères porteuses pour voir parmi elles, est-ce qu'il y en a qui sont en période de forte réplication virale? Si oui, on les met sous traitement, on diminue la réplication virale avant l'accouchement. Et la deuxième chose, c'est qu'on soit porteuse ou pas, l'enfant est vacciné à la naissance. Parce que même si la mère n'est pas porteuse, une fois que l'enfant est vacciné à la naissance, il est protégé à vie. Donc c'est ce qu'il y a à faire. Dans le bilan obligatoire au Bénin, le bilan prénatal obligatoire au Bénin, il y a le bilan de l'hépatite B. Dans les vaccinations obligatoires au Bénin à la naissance, il y a la vaccination contre l'hépatite B. Encore faut-il que toutes nos sœurs, toutes nos compatriotes accouchent à l'hôpital, malheureusement. Et donc, c'est ça le véritable problème, qu'on accouche à l'hôpital, qu'on se fasse suivre quand on est enceinte et qu'on ne débarque pas à l'hôpital à 4 jours ou à 2 semaines de l'accouchement pour dire qu'on veut faire un bilan parce que l'enfant est jaune. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'hépatite D comme cancérogène pour l'être humain, au même titre que les hépatites B et C. Que faut-il comprendre par là, docteur? Alors, les cancers du foie sont surtout liés aux hépatites chroniques. Les virus qui peuvent donner des hépatites chroniques, c'est l'hépatite B, C, delta, majoritairement, eux aussi, mais vraiment très très faible proportion. L'hépatite delta, comme je l'ai dit, elle dépend du virus de l'hépatite B pour se multiplier. Mais les deux ensemble font une association de malfaiteurs sur le foie. Donc, quand vous avez un foie qui est soumis à une hépatite chronique liée à l'hépatite B, au virus de l'hépatite B seul, c'est une chose. Si vous avez le virus de l'hépatite delta en plus, la maladie évolue plus vite. Si vous avez le virus de l'hépatite C en plus, la maladie évolue plus vite. Si vous avez le VIH en plus, la maladie évolue plus vite. Si vous buvez de l'alcool en plus, la maladie évolue plus vite, etc., etc. Donc, ces virus-là sont susceptibles de provoquer des hépatites chroniques, donc d'aboutir à une cirrhose et donc d'aboutir à un cancer du foie, parce que la cirrhose fait le lit au cancer. Il y a la possibilité aussi, mais en très faible proportion, que on ne passe pas forcément par toutes ces étapes de dire on fait une hépatite chronique, on fait une cirrhose, ensuite on fait un cancer du foie, et qu'on aille directement au cancer du foie. Et ce n'est pas, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe, mais le risque existe quand même, d'où l'intérêt chez quelqu'un, par exemple, dont le père ou la mère ou le frère ou la sœur a fait un cancer du foie, de faire très attention et de traiter ces gens-là quand ils sont porteurs. Malgré les progrès réalisés au niveau mondial dans la prévention de l'hépatite, le nombre de décès augmente parce que trop peu de personnes reçoivent un diagnostic et bénéficient d'un traitement. Au Bénin, qu'est-ce qui est fait pour corriger le tir? Tout à l'heure, je disais que pour régler le problème des hépatites B, des hépatites virales globalement, il y avait deux choses à faire. Et que pour la transmission mère-enfant, c'est relativement simple. Mais une fois qu'on a laissé la transmission mère-enfant, ceux qui sont quand même porteurs, il faut s'en occuper. Et c'est là tout le problème. Il faut que déjà il y ait beaucoup de médecins spécialistes. Vous êtes combien? Actuellement, je pense qu'on doit être 17 au Bénin, à ma connaissance. Peut-être un peu plus. Pour des millions? Pour 13 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et donc on a tendance à être débordé. Malheureusement aussi pour la population du Septentrion, je pense que dans le Septentrion, il n'y en a que 3. Sur les 17, on est la bonne moitié est concentrée à Cotonou et environ. Mais on a ouvert la formation à la FSS. Il y a en cours là, la première promotion devrait sortir, je pense, en fin 2027. On espère que beaucoup vont rester au Bénin et
et travailler à servir la population. Bref, donc il faut qu'il y ait beaucoup de spécialistes. Il faut que ces spécialistes-là puissent être accessibles à la population. Il faut qu'une fois que le bilan est prescrit, que ce soit accessible à la population. Si je vis à Péréré, que je dois venir à Cotonou pour faire la charge virale, ce n'est pas très intéressant. Si je vis à Cotonou et que le SMIC est à 60 000 et que la charge virale est à 60 000. C'est quoi la charge virale? La charge virale, c'est le nombre de virus qu'il y a dans le sang. Donc, c'est l'indicateur parfait de à quel niveau le virus se multiplie. On peut avoir une charge virale, ça peut aller de 0 à 2 millions, à 999 millions, globalement. Donc, si la charge virale, qui fait partie des examens, ce n'est pas le seul, mais qui fait partie des examens de suivi du virus de l'hépatite B ou du suivi du virus de l'hépatite C, coûte 60 000 francs, et que, voilà, on connaît la poche des Béninois, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Pour le moment, certaines choses sont accessibles. Il y a encore des efforts à faire. Je pense que qui de droit se penchera sur la question. D'accord. Et déjà, au niveau des traitements, de quoi est fait le traitement? Le traitement de l'hépatite A, comme j'ai dit, c'est la plupart du temps, on est guéri. L'hépatite B, c'est 2 traitements. Trois traitements, je vais dire. Un traitement préventif, la vaccination. Le deuxième traitement, c'est des injections. C'est inaccessible, ça coûte cher, il y a beaucoup d'effets secondaires. Tout le monde n'est pas accessible à ça. Et le troisième traitement, qui est celui qu'on utilise largement, c'est un comprimé qu'on appelle le tenofovir. Il y en a d'autres, hein. Il y a l'entecavir, la lamivudine, mais c'est principalement le tenofovir qu'on utilise. C'est un comprimé qui ne coûte pas très cher. Je pense que c'est autour de 5 000 francs la boîte pour 1 mois de traitement. C'est accessible la plupart du temps dans les pharmacies hospitalières. Je pense dans une ville, il y a une pharmacie hospitalière qui en délivre. Le traitement est très bien toléré. Il y a très peu d'effets secondaires. Le traitement marche très très bien dans la plupart des cas. Il faut le prendre malheureusement jusqu'à ce que votre organisme puisse éliminer tout seul le virus. Comme j'ai dit, la guérison, une fois qu'on a fait une hépatite chronique, la guérison devient rare. Donc si vous ne guérissez pas, le traitement est à vie. Pour l'hépatite C, le traitement, c'est une combinaison d'antivirus, toujours en un comprimé. On prend un comprimé par jour pendant 3 mois. Et ces combinaisons-là, en général, sont efficaces sur tous les génotypes. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de cache de l'hépatite C dans l'organisme. Donc le traitement permet, lui, d'éradiquer l'hépatite C. La haute différence entre l'hépatite C et l'hépatite B, on peut faire l'hépatite C plusieurs fois dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'hépatite C en 2025 et qu'on est guéri qu'on est protégé en 2030. Il faut toujours faire attention. L'hépatite D, le traitement, c'est d'être protégé contre l'hépatite B déjà. Et tout à l'heure, je parlais d'un traitement injectable pour l'hépatite B. On l'utilise dans les cas d'infection B et delta. Et pour l'hépatite E, on ne traite que dans les très rares cas où il y a une forme chronique chez les personnes très très fragiles, et c'est un traitement aussi à base d'antiviral. C'est un comprimé par jour pendant aussi, ça dépend de la période, 3 à 6 mois. Alors nous abordons la fin de cette émission. Votre mot de la fin est déjà, n'oubliez pas de nous dire quoi faire pour prévenir l'hépatite et par an, combien de fois faut-il faire le dépistage? Alors, par an, combien de fois faut-il faire déjà le dépistage? Il faut que tout le monde le fasse. Il y a des gens qui doivent peut-être le faire un peu plus fréquemment que les autres. Quand on est agent de santé, par exemple, c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas soi-même porteur, qu'on est protégé, ou quand on est porteur, qu'il ne faut pas contaminer les patients qui viennent. Mais tout le monde devrait se dépister pour l'hépatite B et C qui représentent les principaux problèmes. Une fois qu'on est dépisté, si on est négatif pour l'hépatite B, on se vaccine. Si on est porteur, on se fait suivre. Qu'on ait besoin d'un traitement ou pas. Parce que ce n'est pas parce que vous faites
vous ne faites pas d'hépatite chronique aujourd'hui, que vous n'en avez pas fait une il y a 5 ans ou que vous n'en ferez pas une dans 5 ans. Pour l'hépatite C, franchement, s'il n'y a pas de contact sanguin, vous avez fait le dépistage une fois, vous n'êtes pas obligé de le refaire forcément tout le temps. Globalement, on devrait faire son bilan sanguin au moins une fois par an. C'est vrai qu'on met l'accent dessus une fois qu'on a passé la barre des 40-45 ans parce qu'il y a les maladies non transmissibles qui commencent à augmenter, le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, etc., etc. Et on peut profiter de cette période-là pour faire le bilan des hépatites. Pour l'hépatite B, une fois qu'on est vacciné, ce n'est pas la peine de revérifier. Maintenant, mon mot de la fin, ça sera de dire que la santé, notre santé nous appartient à nous en propre, mais c'est aussi quelque part un bien commun. Je peux faire toutes les formations les plus sophistiquées du monde. Si il n'y a pas de route pour venir me voir, c'est compliqué pour le malade. Si il y a des fausses informations ou des traitements qui ne sont pas homologués, qui circulent sur le marché, c'est compliqué ce n'est pas bien pour le patient. Si éventuellement, une fois que j'ai prescrit, le patient n'a pas les moyens, soit parce qu'il n'a pas d'assurance santé, soit parce qu'il n'est pas nanti financièrement, il n'a pas les moyens de réaliser le traitement, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, il faut que nous travaillions tous ensemble, en tant que société, à améliorer notre santé de façon générale et à éradiquer le problème des hépatites virales de façon particulière. Merci, docteur Karel Aboué. Éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique et réduire le nombre de décès par cancer du foie. C'est une urgence. L'accès à l'information, à la vaccination, au dépistage et au traitement doit coller la peau. À la réalisation de ce numéro de Ma Santé, Ma Richesse, M. Kedolou Adeyemi Jean-Marie, retenez ceci. Un homme en bonne santé veut 1000 choses. Un malade veut une seule chose, retrouver sa santé. Prenez soin de la vôtre. Je suis Fifonsi Syriens Kouyandé. Merci de nous avoir suivis.